Un livre qui a été particulièrement important dans mon parcours, c'est l'ouvrage Three Worlds of Welfare Capitalism de Gösta Esping-Andersen. L'analyse que Gösta Esping-Andersen met de l'avant montre qu'il y a vraiment toute une histoire politique derrière l'établissement des États-providence et que finalement, les différences entre, disons, ce que les États-Unis ou la France fait pour aider les personnes les plus démunies est le résultat d'une bataille politique importante. Lire Les Trois mondes de l'État-providence, ça m'a montré qu'on pouvait faire des grandes études, des études très complexes et ça m'a ouvert vraiment les yeux. Et je me suis vraiment dit qu'il y avait la possibilité pour nous au Canada de faire des choses similaires et c'est ce qui a vraiment motivé la réalisation de mon dernier ouvrage. D'une certaine façon, oui, je pense que j'ai une dette envers cet ouvrage-là. Dans mon cas, ça a été particulièrement important à me pousser à comparer le Québec avec d'autres provinces canadiennes, ce qui, pour plusieurs auteurs québécois, n'est pas quelque chose d'intuitif. On a souvent tendance, particulièrement dans le domaine des politiques sociales et encore plus dans le domaine des politiques d'immigration, de dire que le Québec est un cas distinct, est un cas différent. Mes travaux montrent que c'est encore le cas, mais ils montrent aussi qu'il y a beaucoup de similarités avec ce qui se passe au Québec et ce qui se passe dans d'autres provinces. Et ça, je le dois vraiment à cet ouvrage. Mireille Paquet, professeure en sciences politiques à l'Université Concordia, directrice de la chaire de recherche de l'Université Concordia en politique de l'immigration. Oui. Et vous avez écrit le livre « La fédéralisation de l'immigration » aux presses de l'Université de Montréal. L'immigration est devenue un sujet politique majeur dans énormément de pays dans le monde, à un point tel que ça bouleverse les systèmes de partis presque partout. Qu'est-ce qui explique l'essor croissant du sujet de l'immigration, selon vous? Il y a une série de facteurs. Ça ne peut jamais être expliqué seulement par une chose. Il y a une réalité objective qui est que on vit dans une société où l'immigration internationale et en particulier les déplacements forcés de personnes vont aller en augmentant et ont déjà augmenté. Donc, toute la question de notre partage de responsabilités à l'échelle internationale pour ce qui est des questions des réfugiés, des personnes qui sont incapables de rentrer chez elles, crée des pressions considérables sur l'ensemble des pays. On le vit moins au Canada, on le vit encore moins au Québec parce qu'on est capable de contrôler nos frontières de façon absolument presque magique en raison de notre géographie, mais aussi parce que notre voisin, les États-Unis, reçoivent presque tous les immigrants internationaux du monde. Donc, ils agissent comme une espèce de tampon entre nous et ce qui se passe à l'échelle mondiale. Mais les problématiques, les peurs et les anxiétés, elles, voyagent très bien. Donc, même si on ne reçoit pas nécessairement autant de personnes, on parle de ces choses-là, on les voit dans les médias et les élus, eux, essayent aussi de mobiliser ces questions-là pour attirer des votes ou pour faire perdre leur adversaire. Donc, il y a ce contexte mondial-là qui est important. Mais l'autre chose, je pense, c'est que pendant longtemps, on pensait que ce n'était pas la responsabilité des États d'agir sur ces questions migratoires-là. Donc, on peut peut-être faire la différence entre un domaine de politique plus classique, bon, le contrôle des frontières, bien entendu, mais aussi la défense, la santé, des choses comme ça, versus des domaines qui étaient vus comme peut-être des domaines, bon, un peu auxiliaires de l'État. Pendant longtemps, l'immigration était juste une chose qui arrivait. Donc, les gens
se pointaient, s'établissaient, faisaient pays, se mariaient et on n'en parlait plus. À partir des années 40, particulièrement plus après la fin de la Seconde Guerre mondiale, on se met à penser que c'est la job de l'État, c'est le travail de l'État, non seulement de sélectionner les gens qui viennent, donc non seulement d'empêcher des populations d'entrer, comme c'était le cas historiquement, mais maintenant de faire un choix entre qui est le bon et qui est le mauvais immigrant, et aussi de commencer à l'intégrer, cet immigrant-là. Donc, de commencer à pas juste laisser à la société le soin, avec le temps, de faire de l'intégration une réalité, mais de vraiment développer des services qui vont favoriser cette intégration-là. Et ça a été le paradigme dans lequel on a opéré depuis les années 60. Et on est maintenant à un moment peut-être de rupture qui est en train d'émerger où on se demande est-ce que c'est encore le travail de l'État? Jusqu'où devrait aller l'État pour faire ça? Et ça contribue vraiment à cette politisation-là de l'immigration. Vous écrivez dans votre livre qu'il y a 240 millions d'êtres humains qui ont immigré. Donc, les flux d'êtres humains dans le monde sont extrêmement élevés. Et ça amène certains pays à vouloir bâtir ou reconstruire des tests de sélection. L'élection de 2018 au Québec a bien discuté de ce thème, les tests de valeur. Pourquoi sont mis en place des tests de valeur et des tests de citoyenneté? Mais déjà, il faut faire la différence entre un test de citoyenneté, qui est souvent un test qui va être donné au moment de la naturalisation. Donc, quand on va recevoir notre passeport, recevoir le droit de vote et tout ça, et des hybrides qui semblent émerger, des tests de valeur, des tests associés aussi à la résidence permanente. Les États qui mettent en place des tests de citoyenneté l'ont fait à partir des années 90 pour deux raisons. Il y a premièrement une raison très symbolique, c'est-à-dire on veut s'assurer de montrer que la naturalisation n'est pas seulement une procédure administrative, mais que de devenir un citoyen, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui se mérite, c'est quelque chose qui se gagne. Et on voit le test d'une certaine façon comme un signal, non seulement pour la société d'accueil, mais pour l'immigrant aussi, que c'est le moment où cette rupture-là entre être un résident et être vraiment un citoyen arrive. Donc, pendant longtemps, au Canada, le test, par exemple, jusqu'en 1995, était un test qui se faisait par entrevue. Donc, c'était pas un test sur papier. Les gens allaient rencontrer un juge d'immigration, qui est un fonctionnaire administratif, et ce juge-là leur parlait, leur posait des questions et tout ça, c'était finalement à la discrétion du juge de donner la citoyenneté ou pas. On peut voir ça aussi comme un moment très important, très catharsique, où finalement les gens peuvent parler et établir une relation avec l'État. Donc ça, c'est une forme. Plus récemment, les tests de citoyenneté ont été utilisés comme des moyens soit de favoriser la naturalisation, donc essayer de créer des incitatifs pour les gens de devenir citoyens, ou encore pour limiter la naturalisation, donc vraiment pour tester est-ce que les gens connaissent réellement la langue et est-ce que ces gens-là aussi comprennent le système politique du pays où on va leur donner le droit de vote. C'est le cas, par exemple, au Royaume-Uni, où le test est devenu de plus en plus difficile. D'un autre côté, on a les tests plus de valeur. Et ça, il y a des pays comme le Danemark et des pays nordiques qui ont mis en place ce type de test-là. Et là, c'est vraiment plus des tests qui visent à est-ce que vous comprenez des choses comme l'égalité homme-femme? Est-ce que vous, par exemple, êtes à l'aise avec voir des partenaires de même genre s'embrasser dans la rue? C'est même aller jusqu'à est-ce que vous savez quand sortir vos ordures et comment les positionner dans la rue? Est-ce que vous vivez finalement bien dans la société? Et ces tests-là ont été utilisés de plein de façons et avec des objectifs très différents. Dans beaucoup de recherches, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont utilisés afin d'envoyer un message beaucoup plus à la population native du pays, c'est-à-dire de vraiment montrer qu'il y a un contrôle, que l'État vérifie vraiment si les immigrants s'intègrent, alors que la population vit une anxiété par rapport à ça. Ce qu'on voit aussi, c'est que ça a souvent comme effet d'aller avec des mesures punitives. Donc, c'est-à-dire que si vous ne réussissez pas le test, on va vous forcer à aller prendre un cours de valeur ou à aller suivre un cours en ligne ou à faire plus de cours de langue. Donc, c'est vraiment vu comme une mesure plus coercitive. Mais ce sont deux choses différentes entre ces tests de citoyenneté-là puis ces tests des valeurs. La
fédéralisation de l'immigration, un livre pour lequel vous avez remporté un prix Sciences politiques. Bravo. Merci. Quand vous parlez de la fédéralisation de l'immigration, qu'est-ce que ça veut dire? La première chose dont je voulais parler quand j'ai commencé à utiliser ce terme-là, c'est vraiment l'idée que la compétence en immigration devenait incarnée pour ce qui est du fédéralisme. Ce que je veux dire par là, c'est que l'article 95 de la Constitution est un des deux seuls où la compétence est formellement partagée entre la province et le gouvernement fédéral. L'autre compétence comme ça, c'est l'agriculture. Et pendant des années, même le Québec, toutes les provinces ne s'intéressaient pas à ce domaine de politique-là, même si elles avaient le droit, selon la Constitution, d'être actives dans ce domaine-là. Et ce qu'on voit, ce qu'on a vu au Québec et dans d'autres provinces, c'est un éveil progressif des provinces qui se sont dit non, en fait, je veux devenir active dans ce domaine de politique-là, je veux incarner ma compétence. On l'a vu particulièrement au Québec. À partir de la Révolution tranquille, le Québec a demandé et a gagné aussi des pouvoirs en immigration et des ressources jusqu'à 91, où finalement on se retrouve avec un pouvoir effectif de sélection en matière d'immigration économique et aussi des pouvoirs en matière d'intégration des immigrants qui sont dévolus. Mais comme j'en parle dans le livre, on le voit dans toutes les autres provinces. Il y a la création de programmes de sélection provinciaux des immigrants qui sont beaucoup moins importants que ceux du Québec, mais qui demeurent quand même un signal très important. Et on est les provinces aussi qui commencent à demander à Ottawa plus de ressources, plus de pouvoir, mais avec des justifications complètement différentes de celles du Québec. Bien sûr, en Saskatchewan, la question linguistique n'est pas aussi pressante qu'au Québec. Mais quand je parle de fédéralisation, c'est vraiment de ça dont je veux parler. Je veux parler du fait que là, maintenant, cette compétence-là, elle est fédéralisée. Elle est devenue l'objet du fédéralisme. Et c'est toujours très intéressant quand je parle de ça parce que c'est quelque chose, et j'en parle dans l'introduction du livre, qui est tout à fait intuitif pour des Québécois, pour des gens qui ont une compréhension du fédéralisme qui est très inspirée des grands penseurs québécois, qu'ils soient souverainistes ou qu'ils soient plutôt fédéralistes, mais qui voient vraiment le fédéralisme comme une relation d'égal à égal, où on va communiquer, où on va échanger et où on va trouver un terrain d'entente où on va non seulement gérer ce qu'on a en commun, mais aussi reconnaître les diversités. Dans l'ouvrage, je présente ça un peu comme l'approche québécoise au fédéralisme. Mais beaucoup des théories dominantes au Canada anglais sur le fédéralisme voient beaucoup le fédéralisme comme une relation verticale, où Ottawa est au-dessus et les provinces sont un peu plus en dessous. Et donc, ça justifie un certain rôle de chef d'orchestre du gouvernement fédéral dans plein de domaines de politique. Et ce que je dis, moi, c'est que la fédéralisation est exactement un exemple de la remise en question de ce rôle de chef d'orchestre-là. Et je pense que c'est particulièrement intéressant parce que ça se fait au Québec, mais ça se fait justement dans des provinces où la question nationale n'est pas du tout un moteur. Donc, ça nous permet de penser vraiment et de démontrer à des gens qui n'ont peut-être jamais pensé au fédéralisme de cette façon-là. Je pense surtout à mes collègues dans d'autres provinces qui auront bientôt la chance de lire le livre en anglais, de vraiment penser à c'est quoi le fédéralisme comme pratique? Qu'est-ce que ça veut dire une société fédérale, pour reprendre les termes de penseurs des années 60? Comment est-ce que le fédéralisme se vit et qu'est-ce qui peut aussi changer si tous les acteurs qui devraient en théorie être égaux, si on se rappelle de la théorie de base du fédéralisme, se mettent à changer leurs relations? Vous avez bien dit que le Québec a mené énormément de revendications pour aller chercher plus de pouvoir en matière d'immigration. Est-ce que le Québec a lancé le bal de la réforme des grandes politiques d'immigration au Canada? Est-ce que toutes les provinces, finalement, se sont mis un peu à regarder ce qui s'était fait au Québec pour développer leur modèle d'immigration? Dans l'ouvrage, ce que je montre, c'est que le Québec a joué un rôle de déclencheur de ce processus de fédéralisation-là, parce qu'elle a été la première province à revendiquer autant de pouvoir et elle a aussi été la première province à réussir à recevoir ces pouvoirs-là. C'est sûr que ça a eu un effet de déclic important auprès des autres provinces, mais il faut se rappeler du moment où c'est arrivé.
fait ça arrive dans les années 90, juste après la crise de Meach. Il y a un sentiment anti-québécois assez important à l'échelle du pays. Donc, les autres provinces ne veulent pas être vues comme émulant ou copiant le Québec, hein, et elles ne se voient pas non plus comme nécessairement ayant le besoin de protéger leur culture ou leur langue à ce moment-là. L'effet de l'action du Québec, elle a été plutôt double. Premièrement, elle a montré à des provinces, après que l'espèce d'effet de frustration, toute la tension constitutionnelle soit dissipée, elle a montré aux autres provinces que c'était possible de développer un programme d'immigration provinciale. Donc, les provinces n'ont pas nécessairement voulu copier le modèle et les modalités particulières, mais elles ont vu que le Québec avait été capable de faire quelque chose de très important pour ce qui est du développement économique, du développement social, du développement culturel, en utilisant l'immigration comme un palier. Donc ça a été un effet. L'autre effet, ça a été un effet financier. C'est que les autres provinces ont vu qu'il y avait de l'argent dans le domaine de l'immigration. Parce que dans l'entente Canada-Québec de 1991, le Québec reçoit une somme considérable du gouvernement fédéral. Et les autres provinces, bien, surtout à partir de 1995, où on a commencé à avoir des changements importants en matière de transfert et de fédéralisme fiscal, se sont mis à dire, bien écoutez, nous aussi, on voudrait de l'argent pour intégrer nos immigrants, nous aussi, on voudrait pouvoir être plus actifs dans ce domaine-là. Donc, je pense que de dire que les provinces ont copié le Québec, c'est pas de comprendre nécessairement le contexte, mais ça a bien entendu eu un effet important. Madame Paquet, vous avez évoqué l'accord du lac Meach et le contexte émotif qui entourait tout ça. Et dans ce grand processus de réforme constitutionnelle, il y avait les 5 demandes minimales du Québec, dont une demande concernait l'immigration. L'accord du lac Meach a échoué. Diriez-vous que l'entente en 1991 sur l'immigration est comme une petite compensation par rapport à l'échec de Meach? Absolument. L'entente de 91 est la raison ou est le jeton qui a été donné au Québec pour essayer d'apaiser Robert Bourassa après l'échec de l'accord du lac Meach. Ce qu'on sait, c'est qu'il y avait déjà des négociations qui étaient en cours, même avant les discussions autour de Meach, pour étendre les pouvoirs que le Québec avait déjà en matière d'immigration. Et comme vous l'avez dit, dans le projet d'entente de Meach, la constitutionnalisation des acquis du Québec était déjà bien écrite. C'est intéressant d'ailleurs de noter que les autres provinces ne s'inquiétaient pas particulièrement de ce pouvoir particulier-là qui serait donné au Québec. Et en même temps, l'accord mettait vraiment de l'avant que les autres provinces deviendraient aussi capables de constitutionnaliser leur propre entente en immigration si elles le désiraient. Ce que les entretiens que j'ai faits et ce que les recherches d'archives j'ai fait aussi à montrer, c'est que vraiment, c'était une des meilleures façons pour Mulroney à l'époque de vraiment simplement essayer de calmer un peu la frustration, la colère même du gouvernement Bourassa et des Québécois en disant « Oui, nous sommes capables d'accommoder le Québec malgré tout. » Donc, vous voyez, on vous donne peut-être pas la reconnaissance de votre statut distinct, mais des pouvoirs particuliers dans le domaine de l'immigration. Et encore maintenant, je pense que c'est un très bon exemple de ce que les crises peuvent faire en termes d'effets sur les institutions. Parce que l'entente Canada-Québec en immigration contient ce qu'on appelle une formule escalier pour le financement. Donc, c'est-à-dire qu'elle ne peut jamais vraiment, le financement que la province reçoit ne peut jamais vraiment diminuer, même si les immigrants diminuent. Donc, elle peut augmenter cette somme qui est transférée avec un petit peu moins d'intensité si le Québec reçoit moins d'immigrants, mais elle ne peut pas diminuer. Et on est vraiment dans la gestion de crise, là, parce que seulement le gouvernement fédéral n'aime pas ça, se lier les mains ad vitam aeternam pour donner de l'argent aux provinces. L'autre signal aussi de ça qu'on a, c'est que c'est une entente où les deux ordres de gouvernement doivent accepter pour ce qui est de la renégociation ou pour ce qui est de l'annulation de l'entente. Donc, il n'y a aucune des deux parties qui peut unilatéralement se désister de l'entente, alors que jusqu'à maintenant, toutes les autres ententes en immigration qui ont été signées au Canada l'ont été sur une base différente, c'est-à-dire que si le gouvernement fédéral veut l'annuler ou si une province veut annuler l'entente, elle peut le faire. Oui, je rappellerai qu'en 1991,
Robert Bourassa a promis d'organiser un référendum sur l'indépendance du Québec. Exactement. En parlant d'immigration et de politique d'intégration et de sélection, au 21e siècle, à quoi ressemble l'étendue des pouvoirs et des compétences du Québec en matière d'immigration? Est-ce qu'on pourrait dire qu'il est souverain en la matière? Non, je pense pas qu'on peut dire que le Québec est souverain en matière d'immigration. Les frontières sont encore une responsabilité fédérale. La naturalisation et la citoyenneté sont encore des responsabilités fédérales. La sélection des réfugiés et leur établissement est encore une responsabilité fédérale. Et la question de l'immigration humanitaire est encore une responsabilité fédérale. C'est important de noter que le gouvernement du Québec collabore avec le gouvernement fédéral dans les champs de compétences qui demeurent fédéraux. Donc, les deux gouvernements se parlent et c'est une relation très dense. Là où le Québec a des pouvoirs, c'est au niveau de la sélection des immigrants économiques, donc ceux qui rentrent par le biais de leurs compétences, de leur éducation et des besoins du marché de l'emploi, et aussi pour ce qui est des services d'intégration qui sont donnés à ces populations-là. Donc, je pense que la meilleure caractérisation qu'on pourrait faire, c'est que le Québec est en grand contrôle d'une partie considérable de ses pouvoirs ou des pouvoirs en immigration. Mais de là à dire que la province est souveraine, je pense qu'on est loin de là. C'est important aussi de noter, par contre, que même si certaines personnes voudraient que le Québec soit souverain sur l'ensemble des compétences en immigration, ce sont aussi les pouvoirs que le Québec n'utilise pas à l'heure actuelle ou n'est pas en mesure d'utiliser. Ce sont des pouvoirs qui viennent avec des coûts politiques et des coûts financiers assez importants. Le Québec est dans une position particulière parce que, par exemple, ce n'est pas au gouvernement du Québec de déporter les personnes qui doivent être déportées. Ce n'est pas au gouvernement du Québec de refuser la citoyenneté à certaines populations. Ce n'est pas au gouvernement du Québec de refuser le rétablissement pour des réfugiés. Et donc, d'une certaine façon, les élus québécois sont dans une très belle position parce qu'ils n'ont pas à faire ce qu'on appelle un peu la job sale, finalement, en matière d'immigration et peuvent finalement se concentrer sur des domaines où ils sont en mesure de générer du capital politique auprès des Québécois, mais aussi auprès des populations immigrantes. Depuis que le phénomène Donald Trump est apparu en Amérique du Nord, il y a un nouveau type d'immigrant qui a pris de l'essor. On connaît les péripéties du chemin Roxham, qui ont fait apparaître un nouveau vocabulaire qu'on utilisait très peu parler du Canada. Ce sont les immigrants illégaux. Vous dites dans votre livre que ça ne représente pas une réalité objective. Bien, personnellement, et beaucoup de chercheurs dans le domaine de l'immigration partagent ma position. On préfère utiliser le terme immigration irrégulière ou immigration non documentée. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un crime de bouger d'un pays à un autre. Donc déjà, quand on utilise le vocable immigration illégale, on tend à réifier ce crime-là et en faire une réalité. Donc je pense que c'était déjà important de le souligner. Mais dans mes travaux, ce que j'essaie aussi de mettre de l'avant, c'est que ce sont les États qui créent des catégories et qui créent les catégories en particulier par lesquelles on parle d'immigration et par lesquelles on décrit les immigrants. Je vais vous donner un exemple. L'immigration économique au Québec et au Canada, c'est présenté comme une catégorie où les demandeurs sont des travailleurs, des gens qui vont contribuer à l'économie, bien entendu, et qui sont hautement qualifiés et qui, lorsqu'ils arrivent au Québec ou au Canada, vont se mettre à travailler. Ce qu'on ne sait pas, puis ça, c'est pas faux du tout, mais ce qu'on ne sait pas souvent, c'est qu'avec un demandeur principal dans la catégorie de l'immigration économique, il y a souvent une famille qui vient avec. Donc, on va avoir une épouse ou un époux, des enfants, et cette famille-là est comptée dans la catégorie des immigrants économiques. On les appelle souvent des dépendants, ce qui est un terme déjà qu'on pourrait déconstruire aussi. Mais ce que ça nous dit, c'est que finalement, cette notion-là de qui est un immigrant économique et qui ne l'est pas est tout à fait aléatoire et tout à fait l'objet finalement de ce que l'État décide. D'un autre côté, quand on parle d'un réfugié, par exemple, et qu'on a à côté une catégorie comme immigrant économique, on tend à soutenir que
une réfugiée ne va pas nécessairement contribuer à l'économie dans son pays d'accueil, ce qui est absolument faux, comme les recherches le démontrent. Donc, ce qu'on essaie de faire, finalement, quand on dit ce sont des catégories construites, ce sont des catégories non objectives, c'est d'amener les lecteurs et les étudiants à se poser la question, qu'est-ce que l'État essaie de faire en nommant les immigrants de cette façon-là? Il y a tout un jeu autour de ça. Quand on utilise la notion d'immigrants illégaux, par exemple, on veut réifier, on veut renforcer l'idée que notre frontière existe et que c'est la job de l'État de décider qui peut entrer et qui ne peut pas entrer. Et donc, je pense qu'en tant que chercheur, c'est notre travail non seulement de regarder ces catégories-là avec un œil critique, mais aussi d'utiliser les bons termes. Et clairement, dans le cas de l'immigration illégale, ce n'est pas malheureusement le terme qu'on devrait utiliser. Au 21e siècle, les gouvernements ne peuvent pas se permettre de faire croire qu'ils ne contrôlent pas les phénomènes migratoires. Autrement, ça donne des trucs comme on voit en Europe. Mais d'un autre côté, c'est intéressant parce qu'on sait que les États n'ont jamais été capables de contrôler les phénomènes migratoires et que s'il y a une constante dans l'histoire du monde, c'est bien le mouvement humain. Et ça, j'en parle aussi. Donc, ça fait partie de l'élaboration et de l'échafaudage de la souveraineté étatique, bien entendu, de dire ça. Mais c'est intéressant parce qu'on vit dans un moment où les États sont de plus en plus anxieux de démontrer leur capacité à contrôler les mouvements migratoires, mais où, en même temps, ils favorisent de plus en plus la mobilité de certaines catégories de personnes, la mobilité aussi des biens, la mobilité de l'argent, la mobilité des données, des choses comme ça. Donc, on est vraiment dans une espèce d'époque contradictoire.